Bonjour et bienvenue à ce webinaire intitulé Plein feu sur les responsabilités des groupes de parrainage. Il est actuellement 13 heures, heure de l'Est à ma montre. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui ont assisté au webinaire précédent, on va attendre quelques minutes avant de commencer pour donner le temps à d'autres participants de nous rejoindre. Alors, on va donc commencer à 13h05, heure de l'Est. Restez donc en ligne et merci de votre patience. Alors, rebonjour, il est 13h05, heure de l'Est, alors on va commencer. Bienvenue à ceux et celles qui viennent de se joindre à nous et bonne année à tous et à toutes. Pour ceux qui n'ont pas assisté à nos webinaires précédents, je m'appelle Lydia Yarmash et je suis une des formatrices francophones du programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés ou le PFPR. Le PFPR est un programme financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ou IRCC, qui forme et informe les groupes au Canada qui souhaitent parrainer des réfugiés. On travaille avec les groupes de parrainage à l'extérieur du Québec, seulement parce que le programme de parrainage de réfugiés dans le reste du Canada est différent de celui du Québec. Alors, tout ce webinaire portera donc sur le parrainage de réfugiés dans le reste du Canada seulement. Alors, le webinaire d'aujourd'hui est le troisième et dernier webinaire d'une série de 3. Le premier webinaire a abordé les critères de qualification pour les réfugiés et les différents types de groupes de parrainage. Le deuxième webinaire a donné un aperçu des étapes de préparation et de traitement d'une demande de parrainage de réfugiés. Et celui d'aujourd'hui va porter sur les responsabilités des groupes de parrainage envers les réfugiés parrainés. Alors, voici les sujets qu'on va aborder au cours de la prochaine heure. Premièrement, comme d'habitude, pour ceux qui ont déjà assisté au webinaire précédent, on va commencer par un survol du panneau de configuration de la plateforme GoToWebinar pour vous permettre de mieux vous repérer. Deuxièmement, je vais résumer l'essentiel du rôle du groupe de parrainage dans la vie des réfugiés parrainés. Troisièmement, je vais donner des détails sur le soutien financier que doit fournir le groupe de parrainage aux réfugiés parrainés. Quatrièmement, on va aborder le soutien à l'établissement, on va voir ce que c'est plus précisément et on va voir des exemples. Cinquièmement, on va parler du suivi et de la documentation des activités de parrainage. Et finalement, on aura comme d'habitude quelques minutes à la fin du webinaire pour que vous puissiez poser des questions. Alors, on a toujours un public assez varié pour notre webinaire d'aujourd'hui. Alors, les renseignements partagés seront d'ordre assez général, mais je vous rappelle que si vous voulez des renseignements ou des formations plus adaptées à votre situation, vous pouvez m'écrire ou m'appeler après le webinaire. Comme d'habitude, je vais vous donner mes coordonnées à la fin. Alors, commençons par quelques remarques sur la plateforme GoToWebinar. Du côté droit de votre écran, vous devriez voir un panneau de configuration semblable à celui-ci. Si vous voulez réduire ce panneau de configuration, il suffit de cliquer sur la flèche orange que je vous montre à l'écran en ce moment. Et si plus tard vous voulez agrandir ce panneau de configuration, il suffit de recliquer sur la même flèche orange. Vous pouvez vérifier votre son en cliquant dans la section audio qui est agrandie ici dans la diapositive pour vérifier que vos haut-parleurs ou votre casque d'écoute sont bien connectés. Alors, votre son est coupé en ce moment, alors je ne peux pas vous entendre, mais comme je vous ai dit, on aura quelques minutes à la fin pour des questions. Alors, vous pourrez soumettre vos questions de deux façons différentes. Vous pouvez soit lever la main en cliquant sur l'icône de la main et pendant la séance de questions et réponses, je vais allumer votre micro pour que tout le monde vous entende et que vous puissiez poser votre question oralement. La deuxième façon de poser une question, c'est de taper votre question dans la boîte à questions qui se trouve vers le bas du panneau de configuration.
Je serai la seule à pouvoir voir ces questions jusqu'au moment de la séance de questions et réponses, auquel moment je vais lire les questions dans l'ordre que je les recevrai. Et puis, si vous avez des problèmes techniques pendant le webinaire, par exemple, si vous ne pouvez pas m'entendre ni voir l'écran, vous pouvez m'avertir en vous servant de cette même boîte à questions et vous pouvez m'envoyer une note. Alors, on va faire un petit essai pour m'assurer que vous êtes bien là et qu'il n'y a pas de problème. Alors, si vous m'entendez bien et si vous voyez les diapositives, je vous demande de taper « Oui » dans la boîte à questions comme d'habitude pour m'assurer que vous êtes bien là. Louisa, merci. J'attends encore quelques secondes pour voir si quelqu'un d'autre veut bien taper « Oui » pour m'assurer. Merci, Normand. D'accord. Alors, avec 2 personnes qui m'entendent, je pense que ça veut dire que tout le monde m'entend. Et donc, on va continuer. Je veux juste faire une dernière remarque sur le panneau de configuration. C'est que normalement, en dessous de la section des questions, il y a aussi une section qui s'appelle Handouts. Ou documents si jamais vous avez un panneau en français. Et dans cette section-là, j'ai mis 4 documents auxquels je vais faire référence pendant le webinaire et que vous pouvez télécharger maintenant ou pendant le webinaire, que vous pourrez consulter par la suite. Si jamais vous ne voyez pas cette section, vous ne voyez pas les documents, faites-moi signe en le tapant dans la section des questions ou en m'envoyant un courriel après le webinaire. Et puis, je vous enverrai ces documents par courriel, il n'y a aucun problème. Alors là, je pense qu'on est prêt à commencer pour vrai. Alors, pour mieux comprendre les responsabilités du groupe de parrainage, je vais vous résumer l'essentiel du rôle des parrains dans la vie des nouveaux arrivants réfugiés. C'est de faciliter l'intégration et l'autonomisation des personnes parrainées. Pour atteindre cet objectif, comme je l'ai mentionné dans d'autres webinaires, le groupe de parrainage doit fournir du soutien financier aux réfugiés parrainés, ainsi que les soutenir dans leur établissement, dans leur nouvelle communauté. Ces 2 types de soutien doivent être fournis pendant 1 an après l'arrivée des réfugiés parrainés ou jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes, selon la première éventualité. Et par autonome, on veut dire que les nouveaux arrivants réfugiés sont en mesure de subvenir à leurs propres besoins. Alors, on va commencer par le soutien financier. Et je vais d'abord parler du soutien financier dans le cadre du programme de parrainage privé des réfugiés, comme on l'a vu précédemment. Ce programme, c'est celui qui permet aux parrains de désigner eux-mêmes le ou les réfugiés qu'ils souhaitent parrainer. Alors, dans le webinaire précédent, on a vu ce tableau des coûts de parrainage et ce tableau, je le rappelle, montre le montant minimal dont doit disposer un groupe de 5 ou un répondant communautaire pour pouvoir parrainer une famille de réfugiés selon la taille de la famille parrainée. Encore une fois, pour les CEP, les signataires d'entente de parrainage, ça fonctionne de façon un peu différente, mais dans les minutes qui suivent, on va voir que le soutien financier, finalement, après l'arrivée des réfugiés, c'est le même pour tous les types de groupes de parrainage. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois ou qui n'ont pas téléchargé ce tableau devrait se trouver dans la section Handout du panneau de configuration pour que vous puissiez le télécharger. Alors, ce tableau des coûts de parrainage sert à évaluer la capacité financière de certains types de groupes de parrainage au moment où ils soumettent leur demande de parrainage. Mais attention, pour rendre les choses plus intéressantes, les chiffres dans le tableau des coûts de parrainage ne représentent pas en fait le soutien financier que doivent réellement fournir les parrains aux réfugiés après leur arrivée. Après l'arrivée des réfugiés au Canada, le soutien financier fourni par tous les types de groupes de parrainage, c'est-à-dire les groupes de 5, les répondants communautaires et les signataires d'entente de parrainage, doit équivaloir au minimum au soutien financier fourni aux réfugiés pris en charge par le gouvernement. Les réfugiés pris en charge par le gouvernement reçoivent des chèques du gouvernement
pour couvrir leurs dépenses essentielles. Et les réfugiés parrainés par le secteur privé doivent recevoir au minimum le même montant de la part de leurs parrains que les réfugiés dont s'occupe le gouvernement. Le soutien offert aux réfugiés pris en charge par le gouvernement s'appelle le Programme d'aide à la réinstallation, ou le PAR. Pour les travailleurs en établissement qui nous écoutent aujourd'hui, vous connaissez peut-être mieux le nom anglais du programme, c'est le RAP. Et les réfugiés parrainés par le secteur privé doivent recevoir au moins l'équivalent du taux du programme d'aide à la réinstallation de la part de leurs parrains. Alors, pour ceux qui parrainent ou pensent parrainer dans un groupe de 5 ou en tant que répondant communautaire, je veux vous rassurer que les montants des taux du programme d'aide à la réinstallation correspondent plus ou moins au montant dans le tableau des coûts de parrainage, c'est-à-dire donc le montant qu'il fallait prévoir au moment de soumettre la demande. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi cette différence entre le budget prévu au moment de soumettre la demande et le montant réel qui doit être versé après l'arrivée des nouveaux arrivants réfugiés. Eh bien, comme on l'a vu dans le webinaire précédent, le délai de traitement d'une demande de parrainage de réfugiés est en général assez long et peut prendre 2 à 3 ans facilement. Et par conséquent, plusieurs années peuvent s'écouler entre le dépôt de la demande et l'arrivée des réfugiés parrainés. Par conséquent, le coût de la vie pourrait avoir changé un peu depuis que la demande a été soumise et la composition de la famille parrainée pourrait également avoir changé. Par exemple, il pourrait y avoir un nouveau bébé dans la famille ou il pourrait y avoir eu un décès dans la famille. Il est donc sage de refaire un budget un peu avant l'arrivée de la famille parrainée en prenant en compte les circonstances actuelles de la famille ainsi que les taux du programme d'aide à la réinstallation qui sont en vigueur au moment de l'arrivée des réfugiés. Alors, voyons à quoi correspondent plus concrètement les taux du programme d'aide à la réinstallation. Alors, ce programme comporte 2 volets. Il y a d'abord les coûts de démarrage et ensuite le soutien aux revenus mensuels. Alors, on va commencer par les coûts de démarrage. Ça correspond aux frais nécessaires pour payer les objets dont une famille a besoin pour s'installer dans un nouveau logement. Ça comprend une allocation pour les articles ménagers, comme par exemple les ustensiles de cuisine, les produits de nettoyage et les rideaux. Des allocations pour les vêtements ordinaires et pour les vêtements d'hiver, une allocation pour les denrées alimentaires de base qui correspond à la farine, au sucre, aux épices, etc. Une allocation pour le linge, pour les meubles, pardon, une allocation pour le linge de maison, ce qui comprend les draps, par exemple, une autre allocation pour l'installation des services publics, et finalement, une allocation pour les fournitures scolaires si la famille parrainée comporte des enfants d'âge scolaire. Les coûts de démarrage ou les allocations qu'il faut verser pour couvrir les coûts de démarrage sont exactement les mêmes partout au Canada, à l'exception du Québec, encore une fois. Quant au soutien aux revenus mensuels, ça couvre les dépenses récurrentes et ça correspond grosso modo à un salaire mensuel. Ça comprend une allocation pour les besoins essentiels, comme par exemple la nourriture et les produits d'hygiène personnelle, une allocation pour le logement, une allocation pour les communications, c'est-à-dire Internet et téléphone, une allocation pour le transport en commun, et certaines allocations spéciales, si par exemple la famille parrainée comprend une femme enceinte ou une personne ayant un régime alimentaire spécial pour des raisons médicales. Dans ce cas-là, ces familles-là pourraient recevoir des allocations supplémentaires. Et il y a aussi certaines allocations qui sont particulières à certaines provinces. Les taux du soutien aux revenus mensuels varient selon la province, étant donné que le coût de la vie varie d'une région à l'autre du pays et qu'il y a certaines allocations qui sont
particulière à certaines provinces ou territoires, je devrais dire aussi. Alors, où trouver ces taux du programme d'aide à la réinstallation? Alors, il se trouve sur notre site web à l'adresse qui est à l'écran et en fait, on va aller sur la page et je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, voici sur le côté droit de la page, vous trouverez toutes les grilles des taux du programme d'aide à la réinstallation en vigueur actuellement. Alors, pour les coûts de démarrage, comme je viens de le dire, c'est les mêmes taux partout au Canada. Donc, il y a un seul document, une seule grille que vous pouvez consulter. Donc, vous pouvez voir pour chaque allocation, il y a une somme selon la taille de la famille parrainée. Et ensuite, pour le soutien aux revenus mensuels, puisque ça varie d'une province ou d'un territoire à l'autre, on a une page pour chaque province ou territoire, comme vous pouvez le voir. Et puis, comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a 3 provinces, l'Alberta, la Colombie-Britannique et l'Ontario, où les taux ont récemment augmenté le 1er novembre. Donc, servez-vous des nouveaux taux si vous allez bientôt accueillir une famille de réfugiés, que vous habitez dans ces provinces-là. Mais sachez que les taux augmentent quand même de temps en temps. Donc, il vaut la peine d'aller revoir les taux au moment où va arriver la famille de réfugiés que vous parrainez. Alors, on retourne dans notre présentation et on va regarder un exemple pour un peu mieux comprendre à quoi ressemblent concrètement les taux du programme d'aide à la réinstallation et comment calculer votre budget. Alors, je vais retourner en arrière. Disons que nous tous qui participons au webinaire aujourd'hui, on fait tous partie d'un groupe de parrainage qui habite à Regina, en Saskatchewan, et qui parraine une famille de 3, composée de 2 adultes et d'un enfant de 10 ans. Alors, commençons par les coûts de démarrage. Tous ces montants sont tirés des grilles sur la page que je viens de vous montrer. Et en passant, le lien pour la page que je viens de vous montrer sur notre site web se trouve dans le document de la section Handouts qui résume les liens principaux que je partage dans le webinaire. Alors, regardons de plus près les coûts de démarrage. Pour les denrées alimentaires de base, il faudrait que notre groupe de parrainage prévoie un minimum de 390 $ pour parrainer cette famille de 3. Pour les vêtements ordinaires, il faudrait prévoir un minimum de 1 000 $. Pour les vêtements d'hiver, il faudrait prévoir 475 $. Pour les articles ménagers, il faudrait 700 $. Pour les meubles, 2 560 $ au minimum pour tous les meubles nécessaires pour une famille de 3. Par rapport aux draps et serviettes, donc le linge de maison, il faudrait un minimum de 240 $. Pour l'installation des services publics, il faudrait 75 $. Et finalement, dans cette famille, il y a un enfant d'âge scolaire. On avait dit pour l'exemple que l'enfant avait 10 ans dans cette famille. Donc, pour les fournitures scolaires, il faudrait prévoir 150 $. Alors, tout ça, ça nous donnerait un total de 5 590 $ pour les coûts de démarrage. Passons maintenant au soutien aux revenus mensuels. Donc, c'est un soutien qu'il faut verser chaque mois, alors que les coûts de démarrage, c'est un seul versement juste après l'arrivée des réfugiés. Donc, pour le soutien aux revenus mensuels, en Saskatchewan, pour les besoins essentiels, il faut verser 510 $ au minimum. Pour le logement, il faudrait verser 711 $ au minimum, mais disons que je ne connais pas exactement la situation à Regina, mais disons que pour loger une famille de 3, 711 $, ça ne suffirait pas pour couvrir le loyer. On pourrait alors, en tant que groupe de parrainage, ajouter une allocation supplémentaire pour le logement de 200 $ au maximum. Pour les communications, il faudrait verser une allocation de 30 $ pour la famille au complet. Et pour le transport en commun,
Il faut prévoir l'équivalent d'un laissez-passer mensuel pour adultes dans cette région ou ville là, en question. Alors, pour chaque adulte de la famille, pardon, mais pas pour les enfants. Donc, dans ce cas-ci, on a 2 adultes dans la famille, donc il faudrait prévoir le coût de 2 passes mensuelles du réseau de transport en commun pour adultes, mais pas pour l'enfant. À Regina, selon mes recherches, la passe mensuelle pour adultes coûte actuellement 88 $. Donc, dans cette famille, il faudrait verser 88 fois 2, c'est-à-dire 176 $. Tout ça, ça donnerait un total du soutien au revenu mensuel de 1 627 $ par mois. Et si on multiplie le montant du soutien mensuel par 12, ça nous ferait un total de 19 524 $ pour toute l'année de parrainage. Alors, en faisant l'addition des coûts de démarrage qu'on verse une seule fois de 5 590 $ et du soutien au revenu mensuel de 19 524 $, ça ferait un total de 25 114 $ pour l'année de parrainage. Je dois quand même insister sur le fait que les taux du programme d'aide à la réinstallation qu'on vient de voir correspondent au montant minimal que doivent verser les parrains et qu'il serait mieux de prévoir plus d'argent, dans la mesure du possible, bien sûr, pour mieux correspondre au coût réel de la vie et aussi en cas de dépenses supplémentaires imprévues, ce qui arrive souvent. Alors, pour aider les groupes de parrainage à préparer leur budget en prenant en compte les taux du programme d'aide à la réinstallation, on a un calculateur sur le site web du PFPR que je vais vous montrer rapidement. C'est surtout pour que vous sachiez qu'il existe, qu'il est là et où le trouver. Alors, très rapidement, on va reprendre le même exemple. Alors, on est un groupe de parrainage qui parraine une famille à Regina. Donc, pour la communauté d'établissement, on choisit d'abord la province et ensuite la ville. Donc, c'est Regina. Pour la taille de la famille, on va choisir 3. Situation des adultes. Disons que dans notre exemple à nous, pardon, j'essaie de trouver. Dans notre famille, il s'agit d'un couple de 2 non-aînés qui sont les parents. Et le calculateur sait automatiquement que puisqu'il y a la famille est composée d'un couple, qu'il y a un seul enfant. Et on va saisir l'âge de cet enfant qui est de 10 ans. Ensuite, il y a plusieurs scénarios différents selon lesquels il faudrait donner des allocations supplémentaires, comme par exemple dans un cas de maternité, si la famille comportait une femme enceinte ou un nouveau-né. Nous, pour simplifier, on va dire que non. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a aussi une allocation supplémentaire si un membre de la famille a un régime alimentaire spécial pour des raisons médicales. Encore une fois, pour l'exemple, on va faire simple, on va dire que non. Ensuite, nombre de personnes ayant un handicap ou étant incapables de travailler, on va dire dans ce cas-ci 0, mais c'est des choses à prendre en compte lors de la préparation du budget. Et finalement, il y a le revenu mensuel total. C'est au cas où les réfugiés que notre groupe a parrainé obtenaient un travail rémunéré. S'ils gagnaient un revenu assez élevé, les parents auraient la possibilité de diminuer le soutien financier qu'ils versent. Mais pour notre exemple d'aujourd'hui, on va dire que les adultes de la famille parrainée ne travaillent toujours pas et on va donc laisser ce champ en blanc. Alors, je vais vous montrer rapidement le calcul. Alors, voilà, le calculateur nous indique le montant qu'il faudrait prévoir pour les coûts de démarrage. Donc, c'est 5 590 comme dans l'exemple qu'on vient de voir. Donc, ce calculateur connaît les taux du PAR actuels et est en mesure de s'en servir pour les calculs. Je veux rapidement attirer votre attention sur cette colonne-ci qui dit soutien en nature. Pour ceux qui ont assisté à notre tout premier webinaire, vous vous souviendrez peut-être que les parrains ont la possibilité d'offrir certains objets en don
aux réfugiés parrainés, comme par exemple des vêtements, des meubles, des draps, et que s'ils offrent ces objets-là, s'ils les possèdent déjà au moment de soumettre la demande de parrainage, ils ont la possibilité de réduire le montant euh, qu'ils doivent prévoir pour le parrainage. Et s'ils sont en mesure toujours en mesure d'offrir euh, ces dons en nature, comme on les appelle, au moment de l'arrivée des réfugiés, ils peuvent soustraire une partie ou un certain pourcentage de la valeur monétaire de ces dons du montant d'argent qu'ils doivent verser en argent comptant, plus ou moins, disons. Ça ne sera pas littéralement de l'argent comptant, on en reparlera à la fin, mais si on avait des dons à offrir, le montant ici, le montant des coûts de démarrage, les 5 590 $ pourrait être diminué. Pour notre exemple, encore une fois, pour simplifier, on va dire que notre groupe n'est pas en mesure d'offrir des dons, donc on ne fera aucune déduction, mais sachez premièrement que vous pouvez faire des dons d'objets et que ça vous permettra de diminuer le montant d'argent que vous devez ramasser et verser. Et deuxièmement, que ce calculateur peut vous aider à prendre en compte la valeur monétaire de ces dons. Ensuite, regardons rapidement les coûts mensuels minimaux du parrainage. C'est ce que j'ai appelé le soutien aux revenus mensuels dans les diapositives précédentes. Encore une fois, le total est de 1 627 $ par mois, comme on avait vu dans la diapositive précédente. Alors, ce calculateur ne fait que calculer les coûts, le soutien aux revenus mensuels pour un mois. Et c'est au groupe de parrainage ensuite de multiplier combien ça fera pour toute la période de parrainage. Et encore une fois, il y a la possibilité de déduire une partie de la valeur monétaire des dons en nature. Et puis au bas de la page, on voit le total des coûts de démarrage et du soutien aux revenus mensuels. Alors, je sais que ça a été très rapide et que vous vous sentez peut-être pas expert en la matière maintenant, mais je voulais tout simplement vous faire savoir que ce calculateur existe, que vous pouvez tous vous en servir. Tous les types de groupes de parrainage peuvent s'en servir. Si vous avez plus de questions ou si vous voudriez une formation plus détaillée sur ce calculateur, faites-moi signe, écrivez-moi ou appelez-moi après le webinaire et on pourra organiser ça à ce moment-là. Alors, en revenant dans notre présentation, les différents scénarios et les différentes allocations possibles que j'ai mentionnées en faisant le survol du calculateur sont fondés sur le document que vous voyez dans le deuxième point de cette diapositive, la foire aux questions concernant le soutien financier offert après l'arrivée. C'est un document qui a été préparé par le ministère de l'Immigration qui répond à des questions sur une grande variété de scénarios possibles par rapport au soutien financier. Alors, c'est une référence précieuse. Cette foire aux questions se trouve dans la section Handouts. Et puis, si après le webinaire, vous parcourez la foire aux questions et vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler. Alors, on a fait un survol très rapide donc du soutien financier après l'arrivée des réfugiés dans le programme de parrainage privé des réfugiés. On va maintenant parler du soutien financier dans le cadre du programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas. Et encore un petit rappel que dans ce programme, les parrains sont jumelés avec des réfugiés qu'ils ne connaissent pas. Et une autre caractéristique spéciale de ce programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas, c'est que c'est un programme de partage de frais entre les parrains et le gouvernement fédéral. Alors, les parrains sont responsables de la totalité des coûts de démarrage, mais de seulement 6 mois du soutien aux revenus mensuels, au lieu de 12 mois, comme dans le programme de parrainage privé des réfugiés. Le gouvernement fédéral verse les autres 6 mois de soutien aux revenus mensuels. Alors, on va voir comment ça marche maintenant.
Puisque le groupe de parrainage est responsable de tous les coûts de parrainage, il doit fournir assez d'argent pour couvrir les frais qu'on a vus tout à l'heure reliés aux denrées alimentaires de base, aux vêtements ordinaires, aux vêtements d'hiver, aux articles ménagers, aux meubles, au linge de maison. Euh, il doit prévoir de l'argent pour l'installation des services publics et un peu d'argent pour les fournitures scolaires des enfants dans la famille, s'il y en a. Et je rappelle qu'encore une fois, le soutien financier pour couvrir ces coûts de démarrage s'effectue en une fois, en général juste après l'arrivée des réfugiés parrainés. Quant au soutien aux revenus mensuels, c'est un peu plus compliqué. Alors, on va voir de plus près le partage des responsabilités entre, d'une part, le groupe de parrainage et d'autre part, le gouvernement du Canada. Alors, au premier mois, après l'arrivée des réfugiés, et ensuite du 8e au 12e mois après leur arrivée, c'est le groupe de parrainage qui fournit l'équivalent de toutes les allocations mensuelles du programme d'aide à la réinstallation. Ça comprend, encore une fois, l'allocation pour les besoins essentiels, l'allocation pour le logement et le supplément à l'allocation au logement si nécessaire, si le logement est plus cher dans la communauté de réinstallation, l'allocation pour les communications, l'allocation pour le transport en commun, les allocations spéciales pour le régime alimentaire ou la grossesse, etc., et les allocations particulières à la province ou au territoire. Mais à partir du 2e mois jusqu'au 7e mois, après l'arrivée des réfugiés, c'est le gouvernement du Canada qui prend en charge la majorité de ces allocations, y compris l'allocation de besoins essentiels, l'allocation de logement, le supplément au logement, l'allocation pour les communications, l'allocation de transport et certaines des allocations spéciales, comme l'allocation pour le régime spécial ou l'allocation de maternité. Par contre, si le réfugié a droit à d'autres allocations spéciales, notamment s'il y a un nouveau-né dans la famille, ou un décès et par conséquent des funérailles, ou encore s'il y a des allocations particulières à la province ou au territoire. À ce moment-là, c'est le groupe de parrainage qui doit s'en occuper, même pendant les mois 2 à 7, où c'est le gouvernement du Canada qui assume la plus grande part de la responsabilité financière. Alors, vous trouvez peut-être un peu bizarre que les parrains s'occupent du soutien aux revenus pendant le premier mois et ensuite du 8e au 12e mois et que le gouvernement prend le relais du 2e au 7e mois. Et vous auriez raison de trouver ça bizarre. C'est parce que le versement des chèques du gouvernement ne se fait pas automatiquement et que le traitement de la demande d'accès au programme d'aide à la réinstallation ne peut être déclenché qu'une fois la personne réfugiée arrivée au Canada. Et le traitement de cette demande prend bien sûr quelques semaines. Alors, pour que les réfugiés aient accès à de l'argent dès leur arrivée, le gouvernement demande aux parrains de fournir le premier mois de soutien et il prend ensuite le relais à partir du 2e mois. Donc, voilà l'explication de cette bizarrerie apparente. Alors, pour vous montrer comment fonctionnent les taux du programme d'aide à la réinstallation dans le cadre du programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas, on va reprendre le même exemple que tout à l'heure. Alors, on fait tous partie d'un groupe qui parraine une famille de 3. On habite à Regina et la famille qu'on parraine est composée de 2 adultes et d'un enfant de 10 ans. Mais cette fois-ci, on les parraine dans le cadre du programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas. Alors, notre groupe est responsable de la totalité des coûts de démarrage. Alors, le calcul est exactement le même que dans le programme de parrainage privé des réfugiés. Et ça nous fera toujours un total de 5 590 $. Par rapport au soutien aux revenus mensuels, le total pour un mois sera toujours le même. Donc, ça sera toujours 1 627 $, mais la différence sera dans le total pour toute l'année de parrainage.
puisque au lieu de devoir faire 12 versements de 1627 $, il ne faudra plus que faire 6 versements de cette quantité, ce qui nous fera un total de 9 762 $. Alors, le grand total des fonds que devra verser notre groupe de parrainage sera de 15 352 $ pour soutenir cette famille financièrement pendant toute l'année de parrainage. Et le calculateur qu'on a vu il y a quelques minutes sert également dans le cadre du programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas. Comme je l'ai signalé, le calcul du soutien au revenu mensuel se fait vraiment pour un seul mois. Donc, il suffit que le groupe de parrainage multiplie ensuite soit par 12, soit par 6 selon le programme. Mais autrement, c'est tout à fait la même chose. Alors, on va maintenant passer au soutien à l'établissement des nouveaux arrivants que doit fournir le groupe de parrainage. Ce sont exactement les mêmes responsabilités pour les deux programmes de parrainage dont on a parlé. Alors, dans ces deux programmes, peu importe que les parrains désignent la personne qu'ils veulent parrainer ou qu'ils acceptent de se faire jumeler avec des personnes qu'ils ne connaissent pas, les parrains doivent quand même organiser le soutien à l'établissement et à l'intégration eux-mêmes. Alors, je vais vous donner une longue liste d'exemples pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors, les responsabilités liées à l'établissement comprennent l'accueil des personnes réfugiées à l'aéroport et aussi donner une orientation à la vie au Canada, mais surtout à la vie dans la communauté où va vivre la personne parrainée. Donc, ça peut comprendre, par exemple, une orientation au réseau de transport en commun dans la région ou encore des conseils sur où faire les épiceries à un prix abordable dans le quartier. Les responsabilités comprennent aussi la préparation d'un logement temporaire pour les premiers jours après l'arrivée de la famille parrainée et de l'aide à trouver un logement permanent une fois les réfugiés arrivés au Canada. Ce logement devrait être abordable pour que la famille parrainée puisse se permettre de payer son loyer, même après la période de parrainage, où elle n'aura plus de soutien financier de la part des parrains. Les parrains peuvent aussi aider les réfugiés à remplir les formulaires de demande de logement et fournir des références et expliquer aux personnes parrainées les droits et obligations des locataires et des propriétaires. Ensuite, les parrains devraient aider les réfugiés parrainés à obtenir leur carte d'assurance santé provinciale. Alors, je vais vous dire quelques mots sur les questions d'assurance santé. Dans la plupart des provinces et territoires du Canada, les réfugiés parrainés sont admissibles au régime d'assurance maladie dès leur arrivée au pays. Mais ils doivent quand même soumettre une demande pour recevoir la carte. Et en plus, les parrains devraient être conscients du fait que ça prend quand même quelques semaines avant d'obtenir les documents nécessaires pour prouver la résidence dans la province ou le territoire en question. Ce qui veut dire que les réfugiés parrainés n'obtiendront pas leur carte d'assurance santé tout de suite. Et en plus, il y a quand même quelques provinces ou territoires où les réfugiés doivent attendre 3 mois avant d'être admissibles au régime d'assurance santé. Et en plus de ça, il y a des services et des avantages qui ne sont pas couverts par le régime d'assurance maladie provincial. Alors, dans ces cas-là, disons que la personne qu'on parraine tombe malade avant de recevoir sa carte santé provinciale ou territoriale, ou si elle a besoin d'un service médical qui n'est pas couvert par la province ou le territoire. Pour combler ces besoins-là, les réfugiés ont également accès, dès leur arrivée, au programme fédéral de santé intérimaire, ou le PFSI, qui donne une couverture supplémentaire, par exemple pour les soins dentaires et quelques autres besoins médicaux. Tout ça pour dire que les réfugiés parrainés ont quand même accès à une certaine couverture médicale dès leur arrivée. Et pour le programme fédéral de santé intérimaire, ils recevront à l'aéroport un certificat qui atteste qu'ils ont accès à ce programme.
Alors, une responsabilité connexe, c'est que les parents devraient aider les réfugiés à trouver un médecin, un dentiste ou tout autre prestataire de soins de santé pertinent. Ensuite, les parents doivent aider à inscrire les enfants de la famille réfugiée à l'école, s'il y en a. Ils doivent aussi aider la famille parrainée à soumettre sa demande pour l'allocation canadienne pour enfants, encore une fois, si c'est pertinent, et aider la famille ou les membres de la famille à obtenir des numéros d'assurance sociale. Les parents doivent aussi aider les adultes à s'inscrire à des cours de français ou d'anglais langue seconde, même si le nouvel arrivant parle couramment français. Comme vous le savez tous très bien, dans nos communautés francophones minoritaires, il est en général très utile d'apprendre l'anglais. Alors, ça serait bien d'encourager les nouveaux arrivants à suivre des cours d'anglais langue seconde s'ils ne maîtrisent pas bien l'anglais encore. Et disons, si la personne que vous avez parrainée n'aurait pas envie de suivre des cours de langue, disons qu'elle dit ça vaut pas la peine, je veux trouver un emploi tout de suite. Si vous pensez que ça serait très utile pour elle, disons, de prendre des cours de langue, expliquez-lui que ça pourrait augmenter ses chances d'obtenir un meilleur emploi si ses compétences linguistiques sont plus élevées et que le fait de prendre ce cours facilitera aussi son intégration. Alors, une autre des tâches d'un groupe de parrainage, c'est d'aider le ou les réfugiés à trouver un emploi, s'ils le désirent. Non seulement ça les aidera à devenir autonomes, mais ça pourrait aussi accélérer leur établissement et leur intégration. Mais par contre, il faut faire attention parce que les parrains n'ont pas le droit d'obliger les nouveaux arrivants parrainés à trouver un emploi et ils n'ont pas le droit de réduire le montant de soutien financier fourni aux personnes qui refusent de trouver un emploi pendant la période de parrainage. Si vous trouvez que les nouveaux arrivants refusent de participer à des activités qui pourraient les aider à s'intégrer, on encourage le groupe de parrainage à essayer de comprendre la situation des réfugiés. Ils souffrent peut-être de troubles physiques ou mentaux qui les empêchent de participer à ces activités. Alors, un moyen efficace d'aider les réfugiés parrainés à chercher un emploi et de les mettre en contact avec des centres de recherche d'emploi ou des organismes d'établissement ou d'aide aux nouveaux arrivants. Vous pouvez aussi aider les nouveaux arrivants à s'inscrire à des ateliers de recherche d'emploi ou à une formation professionnelle ou à une école de métier. Donnez-leur des renseignements sur l'évaluation des titres de compétences étrangers, si c'est pertinent à leur cas. Vous pouvez aussi les aider à trouver des postes de bénévolat pour qu'ils obtiennent de l'expérience de travail au Canada. Les parents devraient aussi aider les réfugiés à ouvrir un compte bancaire et leur fournir du soutien affectif et moral. C'est une tâche qu'il ne faut pas négliger. Vous comprenez bien que les réfugiés peuvent avoir subi plusieurs traumatismes et que même l'arrivée au Canada peut représenter un traumatisme. Et la dernière responsabilité que je vais citer, c'est la mise en contact avec un service d'établissement. Alors, on va se pencher sur cette question pendant quelques minutes. Alors, les services d'établissement, ce sont des services offerts aux nouveaux arrivants pour les aider à s'intégrer et à s'établir dans leur nouvelle communauté. Ils sont en général offerts gratuitement à certaines catégories de nouveaux arrivants, dont les résidents permanents. Or, il se trouve que les réfugiés parrainés deviennent des résidents permanents du Canada dès leur arrivée au pays. Par conséquent, ils sont admissibles à tous les services d'établissement qui s'offrent gratuitement à n'importe quel résident permanent du Canada. Alors, je veux rassurer les parents qu'ils ne sont pas complètement tout seuls pour s'acquitter de leurs responsabilités envers les réfugiés. Ils peuvent collaborer avec les services d'établissement dans leur communauté. Et qui plus est, le ministère de l'Immigration encourage les groupes de parrainage à communiquer avec des fournisseurs de services d'établissement avant l'arrivée des réfugiés. Après l'arrivée des réfugiés, le groupe de parrainage devrait informer les réfugiés des services d'établissement offerts dans la communauté et, au besoin, les aider à fixer des rendez-vous avec ces services.
Alors, pour vous aider à comprendre comment les groupes de parrainage et les services d'établissement peuvent collaborer pour faciliter l'intégration et l'établissement des réfugiés parrainés, le ministère de l'Immigration a préparé un document qui énumère d'une part les responsabilités principales des groupes de parrainage et d'autre part les services offerts euh, par des fournisseurs de services d'établissement qui sont pertinents pour les réfugiés parrainés. Ce document se trouve dans la section Handouts, alors vous pouvez le télécharger et le consulter. Je vais aussi partager avec vous quelques ressources qui vous permettront de trouver des services d'établissement près de chez vous. Donc, je vais partager 2 liens avec vous. On n'aura pas le temps, malheureusement, d'aller voir ces liens. Mais je vais rester sur celui-ci d'abord, mais il devrait se trouver normalement aussi dans la section Handout, dans le document qui résume tous les liens du webinaire. Alors, le premier site web, c'est une page du ministère de l'Immigration qui vous permet de taper votre adresse ou votre code postal et puis vous pourrez trouver les services d'aide aux nouveaux arrivants gratuits dans votre communauté. Ça indiquera la distance à partir de l'adresse entre l'organisme et l'adresse que vous avez saisie. Et vous pourrez choisir parmi certains critères. Par exemple, vous pourrez choisir seulement les services qui offrent des services à l'intention des réfugiés ou des services en français, etc. Donc, ça peut être un bon point de départ. La liste de services vous donne le numéro de téléphone des organismes. Alors, si vous pensez que l'organisme pourrait avoir des services qui seraient intéressants pour le réfugié que vous parrainez, vous pouvez les appeler et obtenir plus de renseignements. Alors, vous pourrez explorer ce site web après le webinaire. Et je voulais aussi partager avec vous un site web qui énumère tous les organismes qui offrent des services à l'intention des nouveaux arrivants francophones partout au pays, à l'exception du Québec. Alors, si vous allez sur cette page-ci, vous verrez que c'est organisé par province et vous pouvez voir dans chaque province quels organismes offrent des services aux nouveaux arrivants francophones, parce que même si, comme on vient d'en parler, il serait utile que les nouveaux arrivants apprennent l'anglais, certaines choses peuvent être plus faciles en français dans les premiers jours si les réfugiés parrainés parlent déjà français. Alors, le dernier sujet que je voudrais aborder avant de vous laisser la parole, c'est le suivi et la documentation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par suivi dans ce contexte-ci? Ça signifie que le ministère de l'Immigration pourrait demander aux parrains de rendre des comptes pour démontrer qu'ils s'acquittent de leurs responsabilités envers les réfugiés parrainés après leur arrivée. En d'autres mots, le ministère de l'Immigration pourrait demander des preuves concrètes que les parrains fournissent du soutien financier et du soutien à l'établissement aux réfugiés qu'ils parrainent. Je dis bien que le ministère de l'Immigration pourrait demander des preuves. Ça n'arrive pas pour chaque parrainage, mais les groupes de parrainage devraient être prêts à soumettre des preuves si on le leur demande. Une petite note pour les CEP, c'est un peu plus compliqué, comme vous le savez peut-être, parce que vous devez faire le suivi des activités de parrainage de vos groupes constitutifs et correspondants. Alors, si vous voulez une petite formation spécialisée sur vos responsabilités de suivi envers vos partenaires de parrainage, faites-moi signe et je vais organiser ça. On a plusieurs ressources pour vous aider à faire ce suivi auprès de vos partenaires de parrainage. Alors, les remarques que je vais faire dans les minutes qui suivent sont d'ordre assez général, mais le principe de base est quand même le même pour tous les types de groupes de parrainage. Alors, pour être préparé au cas où le gouvernement vous demandait des preuves, il faut que vous documentiez toutes vos activités de parrainage. Pour le soutien financier, le groupe de parrainage devrait se servir de moyens traçables, comme des chèques ou des virements électroniques pour prouver le dépôt d'argent dans le compte bancaire du nouvel arrivant. L'argent comptant, bien que ce soit la méthode la plus évidente et la plus simple de verser le soutien financier,
peut poser des problèmes par rapport à la documentation parce que ce n'est pas un moyen qui est facilement traçable. Alors, on déconseille, le gouvernement déconseille d'offrir de l'argent comptant aux réfugiés parrainés. Les parrains pourraient également soumettre des reçus démontrant le paiement du loyer ou encore un contrat de location au nom de la personne parrainée. Et un autre exemple de documentation utile, c'est des reçus pour prouver que des objets pour les personnes parrainées ont bel et bien été achetés par les parrains. Donc, si le groupe de parrainage achète des vêtements ou des meubles, ils devraient garder des reçus au cas où le gouvernement leur demanderait des preuves. Et par rapport au soutien à l'établissement, voici des exemples de documents que pourraient soumettre les parrains. Une confirmation de l'inscription à des réfugiés à des cours de langue, des certificats de participation des réfugiés parrainés à des formations professionnelles, une copie de la demande pour recevoir l'allocation canadienne pour enfants ou pour la carte d'assurance maladie provinciale, et puis une copie de l'inscription des enfants de la famille à l'école, s'il y en a. Finalement, il est important de documenter la communication entre les parrains et les nouveaux arrivants. Alors, gardez des copies de tous les courriels ou textos reliés à vos activités de parrainage. Alors, pour résumer, l'essentiel du suivi et de la documentation, c'est qu'il est important d'avoir un système pour documenter toutes les activités reliées au parrainage. Même si la personne que vous parrainez est un membre de votre famille qui habite avec vous et qui prend ses repas avec vous. C'est très difficile de documenter dans ces cas-là, je le reconnais, mais même si vous parrainez un membre de votre famille, le gouvernement pourrait vous demander de rendre des comptes et à ce moment-là, vous devez être en mesure de pouvoir soumettre des preuves concrètes. Alors, je vais terminer ma présentation là-dessus et je vais vous passer la parole. On a quelques minutes pour des questions et je vais laisser mes coordonnées à l'écran pendant la séance de questions et réponses pour que vous puissiez bien les prendre en note. Alors, si vous avez des questions, je vous invite